Bienvenue pour cette exploration sur mesure. Aujourd'hui, on va regarder de près Estia Control Panel, Estia CP, comme on dit souvent. C'est ce panneau de contrôle open source fait pour nous simplifier la vie quand on gère des serveurs web. Tout à fait. Et pour en parler, on s'est basé sur pas mal de choses. Des tutos vidéo assez bien faits qui montrent l'installation, la config, l'utilisation. Et puis bien sûr, la doc officielle sur GitHub et leur site. Ok. Et notre mission aujourd'hui, c'est quoi exactement? C'est de voir comment on installe et surtout comment on utilise Estia CP pour héberger des sites web. On va prendre un serveur tout neuf sous Ubuntu 22.04. Et point important, tu l'as dit, on met complètement de côté la partie mail. Pas de serveur mail, pas de gestion d'email avec Estia aujourd'hui. Exactement. On veut juste les trucs essentiels pour héberger nos sites rapidement et efficacement. On cherche les pépites, quoi. Alors, Estia CP, en gros, c'est une boîte à outils. Ça donne une interface web, mais aussi des commandes pour gérer les sites web, les noms de domaine, les zones DNS, les bases de données. Tout ça. C'est basé sur un autre projet, c'est ça? Oui, Vesta CP, c'est un fork en fait. Et c'est sous licence libre, la GPL v3. Et donc, pour nos sites web, qu'est-ce qu'il y a dedans concrètement? Il embarque les services classiques, Apache 2, Nginx. D'ailleurs, on peut choisir Nginx seul, ce qui est pas mal pour les petits serveurs, ou les deux ensemble. Il gère différentes versions de PHP via PHP FPM. Il y a un serveur DNS, Bind. Ok. Pour les bases de données, c'est MariaDB ou MySQL par défaut, et on peut ajouter Postgre si besoin. Et puis, super important aujourd'hui, il intègre Let's Encrypt pour avoir du HTTPS facilement. Ah oui, ça c'est indispensable. Et il y a aussi un pare-feu déjà configuré avec iptables et fail2ban. Le but, vraiment, c'est d'hésiter de devoir mettre les mains dans le cambouis pour chaque petit service. Tout est centralisé. D'accord, très clair. Mais bon, avant de se jeter sur Estia, il faut préparer le terrain, préparer notre serveur. C'est quoi les prérequis? C'est crucial, oui. Déjà, le système d'exploitation. Il faut une installation propre, toute fraîche. Soit Debian 11 ou 12, soit Ubuntu LTS, donc 20.04, 22.04, ou même la 24.04. Et attention, que du 64 bits. Et pour la virtualisation, il y a des préférences? Oui, KVM ou LXC, c'est recommandé. OpenVZ7, apparemment, ça peut poser des soucis avec Estia, donc à éviter c'est possible. Ok. Et pour se connecter la première fois? Classiquement, SSH, soit direct en route, soit avec un utilisateur qui a les droits sudo. Le fameux sudo, pourquoi c'est si important de ne pas rester en route tout le temps? On le répète souvent, mais... C'est vraiment une base de sécurité. Travailler en route, c'est avoir tous les pouvoirs tout le temps. Une mauvaise commande et c'est la catastrophe. Ou si le compte route est compromis. Ok, je vois. Donc on crée un utilisateur dédié. C'est simple, hein? Oui, un petit add-user, on lui met un bon mot de passe et hop, usermod-g sudo pour lui donner les droits. Et on vérifie avec sudo apt-update, par exemple. Nickel. Voilà. Et une fois qu'on a cet utilisateur, l'étape logique d'après, c'est de blinder l'accès SSH. Fini les mots de passe, place aux clés SSH. Donc, le principe, c'est une clé privée sur mon ordi, une clé publique sur le serveur. C'est ça? Exactement. On la génère sur sa machine locale. La commande, c'est ssh-keygen. On recommande souvent du RSA 4096 bits. B4096? C'est ça. Et pensez à mettre une passerelle sur la clé privée, c'est une sécurité de plus. Après, pour envoyer la clé publique sur le serveur, le plus simple, c'est ssh-copy-id. Ça fait tout proprement. Et si on n'a pas cette commande, sur Mac sans Homebrew par exemple? C'est un peu plus manuel. Il faut se connecter au serveur, créer le dossier .ssh, puis le fichier authorize keys dedans. On y colle le contenu de la clé publique, le fichier .pub. Et surtout, on met les bonnes permissions. Chmod 700 sur .ssh et chmod 600 sur authorize keys. Ok. Une fois que la connexion par clé marche, on va plus loin. On modifie la config SSH du serveur. Oui, direction etc ssh config. 2 lignes à changer absolument. Permis route login, on met no. Plus de connexion directe en route. Voilà. Et password authentication, on met no aussi. Comme ça, seules les clés SSH sont acceptées. Et changer le port SSH, le fameux port 22. Ça vaut le coup. Bon, c'est surtout pour éviter le bruit des scans automatiques qui ciblent le port 22. Ça n'arrêtera pas une attaque déterminée, mais ça rend les logs plus propres, on va dire. D'accord. Si on le change, mettons pour 7059, on modifie la ligne port 22 dans le fichier. Oui, mais attention, avant de redémarrer SSH... Il faut ouvrir le nouveau port dans le pare-feu. Sinon, on est dehors. Exactement. C'est le piège classique.
Donc, on autorise le nouveau port, puis sudo systemctl restart SSH. Et pour se connecter, ce sera SSH-P7059. Parlons pare-feu, justement. Sur Ubuntu, il y a UFW, Uncomplicated Firewall. On le configure avant Estia ou pas? Alors, on pourrait mettre des règles de base, refuser tout ce qui entre, autoriser le nouveau port SSH, le 80, le 443. Mais en fait, Estia va installer et gérer son propre pare-feu. Ah bon? Oui, basé sur iptables et fail to ban. Et c'est lui qui prendra la main. Donc, configurer UFW en détail avant, c'est pas forcément hyper utile. Estia va écraser ou geler ses propres règles après. Il vaut mieux apprendre à gérer le pare-feu via Estia. D'accord, c'est bon à savoir ça évite du travail inutile. Autre point, le swap. C'est quoi l'intérêt? Le swap, c'est comme une extension de la RAM sur le disque dur. Si le serveur est à court de RAM, il utilise cet espace disque pour éviter de planter. C'est plus lent que la vraie RAM, mais ça dépanne, surtout sur les petites configs. Comment on sait s'il y en a déjà un? Avec sudo swapon show. Parfois, les hébergeurs en mettent un par défaut. Et sinon, on en crée un, quelle taille? S'il n'y en a pas, oui, c'est mieux. Pour la taille, disons le double de la RAM si on a 2 Go ou moins, et peut-être la même taille que la RAM si on a 4 Go ou plus. C'est une règle un peu générale. Et comment on fait? Il y a quelques commandes. Sudo fallocate pour créer le fichier, sudo chum 600 pour les permissions, sudo mkswap pour le formater en swap, et sudo swapon pour l'activer. Et après, il faut l'ajouter dans etcstab pour qu'il reste après un redémarrage. Ok. Le nom d'hôte, le hostname, c'est important aussi apparemment. Très important. Le serveur doit avoir un nom de domaine complet, un FQDN, genre serveur1.mondomaine.com. Estia s'en sert beaucoup. On vérifie avec hostname, on change avec sudo hostnamectl 7-hostname mon.fqdn.com. Et il faut aussi le mettre dans etchosts. Oui, il faut que l'IP du serveur soit associé à ce FQDN dans etchost. Attention, certains hébergeurs ont des systèmes de template qui peuvent réécrire ce fichier au démarrage. Il faut parfois modifier le template lui-même pour que ça persiste. Sinon, on peut avoir des erreurs bizarres au boot. D'accord. On finit la préparation avec le fuseau horaire et les mises à jour auto. Ouais, rapide. Le fuseau horaire, sudo dpkg réconfigure tzdata, on choisit sa zone. Et les mises à jour auto, c'est une bonne pratique. Le paquet undented-upgrades est souvent là sur Ubuntu. On l'active comment? Avec sudo dpkg réconfigure-plo undented-upgrades, on répond oui pour qu'il installe au moins les mises à jour de sécurité. On peut affiner dans les fichiers de conf si on veut, par exemple, pour exclure certains paquets comme PHP si on gère les versions manuellement. Parfait. Bon, notre serveur est prêt, sécurisé, on peut enfin installer StiaCP. C'est parti. D'abord, on récupère le script d'installation avec wget. L'URL est sur leur site. Si jamais wget râle pour un certificat SSL, un petit sudo apt update et sudo apt install kcertificates règlent souvent le problème. Et on lance? Avec bash ht-install.sh. Oui, mais attention. Le lancer comme ça installe tout par défaut. C'est mieux de personnaliser. Ah, comment on fait? 2 options. Soit on utilise les paramètres en ligne de commande, on peut voir les options avec -h, soit, ce que je recommande, on utilise le générateur de commandes sur leur site web estiacp.com. C'est super pratique. Et là, on choisit quoi pour notre usage hébergement web sans mail? Alors, les choix importants. Serveur web. NGINX, seul, c'est souvent plus léger, surtout si on a moins de 2 Go de RAM. Ou alors Apache plus NGINX si on a des besoins spécifiques. Ok. PHP, on choisit les versions dont on a besoin. Base de données, MariaDB ou MySQL, c'est le standard, PostgreSQL si on préfère. Serveur DNS, Bind, on le prend seulement si Estia va gérer les DNS. Sinon, on le désactive. Et surtout, On inclut bien le firewall et fail to ban, et on décoche tout ce qui concerne le mail, Exim, Dovecode, Spam Assassin, ClamAV, on n'en veut pas aujourd'hui. il y avait aussi une histoire de port pour Estia lui-même. Oui, Le port par défaut, c'est souvent 8083, mais si on met Cloudflare devant, c'est mieux de prendre un port compatible, comme 2053, 8083, on le choisit à l'installation. Il faut aussi donner le FQDN du serveur, celui qu'on a configuré avant, un email et un mot de passe pour l'utilisateur admin de Estia.
Ok, on lance l'installation personnalisée, ça mouline un peu, et à la fin, Le script nous donne un récapitulatif. L'adresse pour se connecter, http://ip ou fqdn.tor, le login admin et le mot de passe généré, faut bien noter ça. Ensuite, le serveur redémarre. après le redémarrage, on se connecte à cette adresse. Il y a un avertissement de sécurité la première fois, c'est normal. Oui, tout à fait. C'est parce qu'Estia utilise un certificat SSL auto-signé au début. Il faut juste accepter le risque pour continuer. L'interface est assez épurée, un tableau de bord, un menu sur le côté. On peut même choisir un thème sombre. Et la règle d'or, on n'utilise pas ce compte admin pour héberger des sites. Non, surtout pas. L'admin, c'est pour gérer le serveur, les utilisateurs, les paramètres généraux. Pour héberger un site, on crée un utilisateur standard. Ça se passe dans la section Users de l'admin, Add User. Et on lui attribue un package. C'est quoi ce truc? Le package, c'est un ensemble de limites. Combien de sites web cet utilisateur peut créer, combien de bases de données, l'espace disque, combien de sauvegardes il peut garder. On peut définir différents niveaux, genre starter, pro, etc. C'est pas mal ça. Et niveau sécurité pour ces comptes Estia, il y a la double authentification? Oui, la 2FA, elle est dispo. Elle s'est vraiment conseillée de l'activer pour tous les comptes, y compris admin. On va dans les réglages de l'utilisateur, on active, on scanne le QR code avec une appli genre OTI ou Google Authentificator. Et on sauve les codes de secours. Impératif. Sinon, si on perd son téléphone, on est bloqué. Ok. Bon, maintenant je me connecte en tant qu'utilisateur normal. Comment j'ajoute mon premier site? Tu vas dans la section Web, puis Add Web Domain. Tu mets ton nom de domaine, genre mondomaine.com. Et là, il y a une case importante, Create DNS Zone. Faut la cocher ou pas alors? Ça dépend. Tu la coches seulement si tu veux que ce serveur Estia soit le serveur DNS principal pour ce domaine. Ça veut dire que chez ton registrar, là où tu as acheté le nom de domaine, tu as mis les NS, serveur de nom, pour pointer vers l'IP de ton serveur Estia. Ce qui implique d'avoir créé des glue records, c'est ça? Exactement. C'est un peu plus avancé. Si, comme la plupart des gens, tu utilises les DNS de ton registrar ou un service externe comme Cloudflare, alors il ne faut surtout pas cocher cette case. Ok, donc je ne coche pas si j'utilise Cloudflare. Domaine ajouté, et le SSL, le HTTPS. Une fois le domaine dans la liste, tu cliques sur le petit crayon pour l'éditer. Tu coches Enable SSL et Use Let's Encrypt. Tu sauvegardes. Et là, maï. Si tout va bien. Oui, si tes enregistrements DNS, le A pour le domaine racine et le A ou CNAME pour www, pointent bien vers l'IP de ton serveur Estia et que la propagation DNS est faite. Sinon, Let's Encrypt ne pourra pas valider et ça échouera. D'accord. Et pour installer WordPress facilement, Dans les mêmes réglages du domaine, il y a un onglet Quick Install App. Tu choisis WordPress, tu donnes un nom au site, un login et mot de passe pour l'admin WordPress. Estia fait le reste. Il télécharge WordPress, crée la base de données, l'utilisateur, configure wp-config.php. ah ouais, pratique. Carrément. Tu accèdes ensuite à ton admin WordPress via wp-admin comme d'habitude. Pense juste à vérifier les permaliens dans les réglages WordPress après pour être sûr que ça fonctionne bien. Souvent, nom de l'article, c'est bon. Super. Revenons un peu sur les DNS. Si je n'utilise pas Estia comme serveur DNS, ce qui est mon cas avec Cloudflare, comment ça se passe concrètement? C'est le scénario le plus courant et souvent le plus simple. Chez ton registrar, tu configures les serveurs de nom, NS, pour pointer vers ceux de Cloudflare. Ensuite, dans ton compte Cloudflare, tu dois créer les enregistrements DNS toi-même. C'est-à-dire? Au minimum, un enregistrement A pour le domaine racine, souvent symbolisé par @ qui pointe vers l'adresse IP de ton serveur Estia. Et un autre enregistrement, soit A, soit CNAME, pour le sous-domaine 3W. Si tu crées d'autres sous-domaines dans Estia, genre blog.mondomaine.com, il faudra ajouter les enregistrements A correspondants dans Cloudflare aussi. Et dans Estia, je ne touche à rien côté DNS pour ce domaine. Non, surtout pas cocher la case Create DNS Zone à la création du domaine. Les DNS sont gérés ailleurs. Les avantages de faire comme ça? Simplicité sur le serveur, tu profites des performances et de la résilience des serveurs DNS de Cloudflare et tu as accès à leurs options de sécurité, de CDN. Gérer ses propres DNS, c'est possible avec Estia, mais ça demande plus de boulot et de surveillance. Et pour vérifier que mes changements DNS chez Cloudflare sont bien actifs partout dans le monde, Tu peux utiliser des outils en ligne comme dnschecker.org. Tu entres ton nom de domaine, tu choisis le type d'enregistrement, A, CNAME, MX, et ça te montre ce que voient les serveurs DNS à différents endroits du globe. Ça prend parfois un peu de temps à se propager, de quelques minutes à quelques heures. ok, nickel. Passons aux bases de données.
Section DB dans Estia. Tu y vois les bases qui existent déjà, par exemple celles créées par l'installation rapide de WordPress. Pour en créer une nouvelle, c'est Add Database. Et là, je choisis quoi? Tu donnes un nom, Estia ajoutera automatiquement le préfixe, utilisateur, tu choisis le type, MySQL ou PostgreSQL installé, tu crées un utilisateur pour cette base qui aura aussi le préfixe et tu définis un mot de passe solide. Et PHP l'outil web pour gérer les bases. Il est intégré, il y a un bouton dans la section DB qui t'y emmène. Un conseil important. Pour éviter les soucis de certificat SSL et de connexion, accède à PHPMyAdmin en utilisant le nom de domaine FQDN que tu as configuré pour ton panneau Estia, pas l'adresse IP. Par exemple, https://panel.mondomaine.com 8463 PHPMyAdmin. Ah, d'accord. Et je me connecte avec quels identifiants? Avec le nom d'utilisateur et le mot de passe spécifique à la base de données que tu veux gérer, ceux que tu as créés ou qui ont été générés. Et si j'oublie le mot de passe d'une base de données, c'est la panique? Non, pas de panique. Dans Estia, tu peux éditer la base de données et simplement définir un nouveau mot de passe. Par contre, il faudra penser à mettre à jour ce nouveau mot de passe dans le fichier de configuration de l'application qui utilise cette base. Comme wconfig pour WordPress. D'ailleurs, comment je retrouve les infos de la base? Nom, user, MDP pour un WordPress installé via Estia. Elles sont écrites en clair dans le fichier wp-config.php. Tu peux le trouver avec le gestionnaire de fichiers Estia dans le dossier racine du site, qui est généralement home utilisateur web mondomaine.com public HTML. Justement, le gestionnaire de fichiers, il est bien? Oui, il est dans la section Files. C'est une interface web assez classique. Ça permet de naviguer dans l'arborescence Home utilisateur, d'uploader des fichiers, même par glisser-déposer, de télécharger, créer des dossiers, éditer des fichiers texte, compresser, décompresser des archives zip, changer les permissions. Pratique pour des petites modifs sans ouvrir un client SFTP? Exactement. Les fichiers de tes sites sont dans le sous-dossier web, puis nom domaine et enfin public HTML. Abordons un point crucial, les sauvegardes, les backups. Comment Estia gère ça? Il fait des sauvegardes automatiques, normalement tous les jours, souvent la nuit. Ces sauvegardes comprennent les fichiers de tes sites web, tes bases de données et tes configurations utilisateurs, y compris les zones DNS si c'est Estia qui les gère. Et elles sont stockées où? Combien de temps? Elles sont stockées localement sur le serveur, dans le dossier backup. Le nombre de sauvegardes qui sont conservées dépend du package assigné à l'utilisateur. Tu peux configurer ça pour garder par exemple les 3, 7 ou 14 dernières sauvegardes quotidiennes. Et depuis l'interface Estia, je peux faire quoi avec ces sauvegardes? Dans la section Backups, tu peux voir la liste des sauvegardes dispo. Tu peux lancer une sauvegarde manuellement si besoin, télécharger une sauvegarde sur ton ordi, c'est un fichier .tar, ou alors restaurer une sauvegarde directement depuis l'interface. Et cette histoire de restauration en ligne de commande, c'était quoi? Ah oui, ça c'est super utile pour les migrations ou les grosses restaurations. Imagine, tu veux déplacer tout un compte utilisateur d'un serveur Estia à un autre. Oui. Tu télécharges le fichier de sauvegarde .tar de l'ancien serveur, tu le transfères sur le nouveau serveur dans le dossier backup, avec SCP par exemple, puis en te connectant en SSH au nouveau serveur, tu lances une commande spéciale sudo usr local /restore-user, nom utilisateur, nom du fichier .tar. Et ça recrée tout, l'utilisateur, les sites, les bases. Exactement. C'est très puissant et ça fait gagner un temps fou pour les migrations. Il faut juste faire attention aux permissions sur le dossier backup pour pouvoir y déposer le fichier avant la restauration. Ok, très clair. Un dernier tour du côté de l'admin, des réglages serveurs. Oui, l'utilisateur admin a accès à plus de choses. Dans Server Settings, Configure, il peut ajuster la configuration globale des services comme les templates Apache ou Nginx, les options DNS par défaut. C'est aussi là qu'on active ou désactive certaines versions de PHP pour tous les utilisateurs. Et on peut modifier le php.ini depuis Estia. Oui, pour chaque version de PHP activée, tu peux éditer les paramètres php.ini courants, comme la memory limit, upload max file size, directement via une interface simplifiée, ou accéder aux fichiers complets en mode avancé. Et le pare-feu qu'Estia installe, on le gère aussi par là? Tout à fait. Dans la section Firewall, toujours pour l'admin, tu peux voir toutes les règles actives, celles créées par Estia ou ajoutées manuellement, en supprimer. C'est aussi là que tu peux voir et gérer les adresses IP qui ont été bannies par Failed ban.
On peut aussi voir si les services tournent bien. Oui, dans Services, tu as la liste des services principaux, Nginx, PHP, FPM, MariaDB, etc., avec leur statut, actif, inactif, et des boutons pour les redémarrer si besoin. Il y a même un petit onglet Monitoring avec quelques graphiques de base sur l'utilisation des ressources du serveur. Bon, on a fait un sacré tour. Si on essaie de résumer, d'abord, la préparation du serveur. Super importante. Avec un utilisateur sudo, des clés SSH bien configurées, le SSH durci et les petits plus comme le swap, le FQDN correct, les mises à jour auto. Ensuite, l'installation d'Estia, mais pas n'importe comment, en mode personnalisé. On choisit bien ses composants web, Nginx seul, c'est souvent un bon choix. On prend les bonnes versions de PHP et surtout, on vire tout ce qui est mail si on n'en a pas besoin pour rester léger. On pense au port compatible Cloudflare si nécessaire. Après, l'utilisation au quotidien, on crée des utilisateurs standards, pas touche à l'admin pour les sites, on active la 2FA partout, ajouter un site, c'est facile, activer Let's Encrypt aussi, si les DNS sont bons. L'installation rapide de WordPress, c'est un vrai plus. Exact. On a vu les deux approches pour le DNS. Soit on laisse Estia gérer, plus complexe, demande des GLUE Records, soit plus courant, on utilise un service externe comme Cloudflare et on configure les enregistrements A et Sinem manuellement là-bas. Et on n'oublie pas d'accéder à PHP via le FQDN du panel, pas l'IP. Le gestionnaire de fichiers intégré dépanne bien. Et le système de backup est solide, avec sauvegarde auto, restauration facile via l'interface, et même cette super commande vRestore User pour les migrations. Voilà. Au final, ce qui est intéressant avec StiaCP, c'est cet équilibre qu'il propose. C'est beaucoup plus simple que de tout gérer en ligne de commande, mais ça reste puissant, flexible, gratuit et open source. Ça pousse aux bonnes pratiques de sécurité dès le début. Et ça permet vraiment de se concentrer sur l'hébergement web quand on exclut la partie mail, qui peut être complexe. Tout à fait. C'est un excellent outil pour ceux qui veulent reprendre le contrôle de leur hébergement sans devenir administrateur système à plein temps et sans payer une licence chère. Alors, pour quelqu'un qui a suivi tout ça, qui maîtrise ses bases d'Estia pour le web, quelle serait la prochaine étape logique pour aller plus loin, pour optimiser? Une piste intéressante serait de se pencher sur l'optimisation des performances des sites hébergés. Par exemple, explorer comment configurer plus finement Nginx. Estia utilise des templates, mais on peut les personnaliser pour mettre en place du cache plus avancé, comme le cache FastCGI de Nginx. Ah oui, pour accélérer les sites PHP comme WordPress. Exactement. Ou alors approfondir l'intégration avec Cloudflare. Pas juste pour le DNS, mais utiliser vraiment ses fonctionnalités de CDN, ses règles de pare-feu applicatif, WAF, ses optimisations d'image. Combiner Estia avec un Cloudflare bien configuré, ça peut donner d'excellents résultats en termes de performance et de sécurité. C'est une très bonne piste, ça. Explorer le caching engine sous l'intégration avancée avec Cloudflare. La doc d'Estia et leur forum doivent sûrement avoir des infos là-dessus. Oui, la communauté est assez active, c'est un bon endroit pour chercher. Super. Merci beaucoup pour cette analyse détaillée d'Estia Control Panel. C'était très instructif. Avec plaisir, Sam. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour une nouvelle exploration.